Bonjour Robin. Bonjour Sophie. Merci d'avoir accepté cette interview. Pour moi, c'était important de t'interviewer parce que je trouve que tu as vraiment une démarche très complète dans ton approche de la santé, de l'énergétique, de l'évolution personnelle et aussi spirituelle. Est-ce que tu peux nous dire maintenant qu'est-ce que tu fais de ta vie à l'heure actuelle, qu'est-ce que tu pratiques comme au niveau soins ou sur les autres choses que tu fais également? Oui, tout d'abord, merci Sophie de m'avoir invité à cette interview. Moi, je suis parti à l'origine pour un mieux-être général. Et de cette démarche, ça m'a amené à plusieurs secteurs qui m'ont permis justement de trouver un équilibre, de trouver un bien-être et souvent aussi de pouvoir le transmettre à des gens qui étaient dans cette même recherche. Donc moi, dans le passé, j'étais passionné de sciences, autant en chimie en biologie, et j'ai eu un accident où j'ai brûlé, et en fait on m'a soigné sur photo. Et à partir de là, ne connaissant pas du tout cette approche, ça m'a questionné, donc j'ai investi dans des livres sur le magnétisme et sur des soins par l'imposition des mains. C'était ça, c'était un soin de magnétisme sur photo que tu avais eu pour couper le feu ou quelque chose comme ça? Exactement, Okay. C'était un ami de la famille qui avait suivi juste des cours du soir sur le magnétisme par curiosité, donc qui n'était pas du tout pratiquant au quotidien. Et dans l'état d'urgence, en fait, mes parents ne connaissant personne d'autre, c'est lui qui s'est proposé de faire des soins sur photo. Okay. Et à l'occasion de ces soins, en fait, il a ressenti les douleurs que je pouvais avoir dans mon corps. Et quand on a discuté un an après la rémission de la brûlure, il m'a décrit les douleurs que seul moi connaissais. Okay. Et à partir de là, en fait, je me suis dit il y avait vraiment un lien, qu'en plus les médecins chez les grands brûlés ayant sollicité la famille pour appeler justement quelqu'un qui fasse du magnétisme sur photo. Okay. C'est les médecins qui ont dit à tes parents ça serait bien de faire appel à quelqu'un qui fait du magnétisme. Exactement, okay. Exactement. C'était en plus à Édouard Herriot, donc le pôle des Grands Brûlés à Lyon, qui est un des plus grands d'Europe. Et donc, vu que je suis scientifique dans ma formation, je me suis dit quand même des gens en blouse blanche qui disent de faire des soins sur photo, ça me paraît très bizarre, mais bon, c'est des gens quand même qui savent ce qu'ils disent. Donc à partir de là, ça m'a posé pas mal de questions. Okay. Et j'ai investigué à pouvoir mieux comprendre ces phénomènes et surtout à pouvoir les produire par la suite. Ok, ça marche. Et alors du coup, aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que tu proposes, de quoi tu vis? Alors, aujourd'hui, j'ai beaucoup de casquettes. Je travaille à la fois dans les plantes, je travaille également dans les soins, je fais du conseil pour un mieux-être général et également je fais des instruments de musique qui permettent, si on le souhaite, de faire des soins au travers justement de la vibration que ces instruments peuvent produire. Par rapport à tout ce qui va être soins et aide à la personne, j'ai eu différents mentors qui m'ont permis justement de découvrir des outils. Donc les principaux mentors que j'utilise, ça va être Yann Lipnik, qui est à l'origine un géobiologue, qui a fait pas mal de discussions en fait avec les mondes invisibles, qui a canalisé des informations qui vont permettre d'activer, de libérer des systèmes dans l'ADN et pour du coup produire un équilibrage, une harmonisation, que ce soit des chakras, des méridiens ou des canaux du corps. Ok. En plus de ça, il y a également les travaux de Grigory Grabovoy. Donc c'est un Russe qui lui a de la clairvoyance. Et donc il utilise des chiffres et des formes géométriques. Et donc c'est un peu comme dans Matrix où on verrait des pluies de chiffres qui structurent la matière. Quand on s'intéresse vraiment justement à ça de manière poussée, on s'aperçoit que beaucoup de choses sont structurées uniquement par de l'énergie et de l'information. Et qu'en fait ces chiffres, couplés justement à l'énergie psychique, sont une information qui peuvent avoir du coup une action restructurante. Ok. Et à côté de ça, je me suis intéressé au magnétisme par Serge Boutboul ou par d'autres personnes, par beaucoup de livres. Je me suis formé au Reiki. Et puis après, j'ai fait beaucoup de travail avec de la lithothérapie, avec des cristaux, avec des plantes. Et ça m'a amené à pouvoir discuter également avec des présences. Donc des anges gardiens ou des gardiens de sites ou d'autres présences de la nature.
Et tout ça, petit à petit, m'a permis d'avoir un panel d'outils qui était à la fois complémentaire et qui pouvait également se recouper selon ce que la personne pouvait préférer comme approche ou même comment le terrain était propice à pouvoir être abordé. Ok, super. Du coup, j'en profite, je vois qu'il y a une grosse diode là, il y en a d'autres là qu'on voit pas à la caméra, il y en a une derrière moi et là, j'ai vu que tu avais mis une photo dans une grosse géode comme ça, juste derrière. Et alors du coup, à quoi elle sert cette photo dans la géode? Quel effet tu cherches à produire en faisant ça? Alors, pour bien comprendre, en fait, il faut aborder un peu la matière sur comment est-ce qu'elle est structurée, comment cela fonctionne. Du coup, selon différentes écoles, on s'aperçoit que la matière a un support inerte qui est l'éther. Donc on peut le comparer un peu à un écran qui est éteint. On achète un écran, il est noir, c'est le support. Après, il y a le prana. Donc le prana, c'est l'énergie vitale. C'est ce qu'on peut voir parfois dans des parcs. Les gens qui vont faire du qigong ou d'autres disciplines vont absorber justement cette énergie. Et il y a ce qu'on appellerait les annales akashiques qui vont être l'information. Et donc quand on transpose ça sur l'écran, on pourrait imaginer donc l'écran noir, puis lorsqu'on va brancher l'écran, il va devenir bleu, il y aura de l'énergie qui va pouvoir animer cet écran, mais il n'y aura toujours pas d'information. Et dès lors qu'on va pouvoir mettre la clé USB, on va avoir une manifestation de l'information sur chacun des pixels de l'écran. Et lorsque on veut bouger par exemple la souris sur l'écran, on s'aperçoit que c'est uniquement l'information qui va se déplacer sur ces pixels et que l'écran en soi ne va pas bouger. Donc c'est la première des choses que j'ai découvert avec l'action à distance, qui était qu'on pouvait se connecter aux informations d'une personne au niveau vital, au niveau énergétique, par sa photo, par l'intention, par son nom ou son prénom. C'est ce qu'on appelle un témoin, comme une adresse en fait qui permet de capter l'énergie ou d'envoyer l'énergie. Et donc en positionnant une photo dans la géode, ça me permet en fait d'avoir l'énergie vitale d'une personne, et la géode étant un matériau qui à la fois va capter et amplifier et transmettre les énergies utilisées pour faire les soins à distance, ça me permet en fait d'amplifier la qualité du soin. Ok, donc tu fais un soin par la photo, un peu comme ce qu'on t'a fait la première fois avec la brûlure, et tu mets la photo dans la géode pour amplifier le soin que tu as fait. Exactement. Ok, super. Est-ce qu'on peut faire ça dans n'importe quel type de géode? Alors, pour ceux qui ne savent pas, une géode, en fait, c'est une pierre semi-précieuse et dont on prend carrément un morceau, quoi. C'est pas juste un cavité. Voilà, qui a une cavité. Un peu comme celle-là. Est-ce que du coup on peut utiliser toutes les géodes, n'importe lesquelles, ou spécifiquement dans ce cas-là, c'est du quartz. Ouais. Le quartz, c'est vraiment le minéral de prédilection pour amplifier les vibrations. C'est ce qui va être utilisé dans les radios, par exemple. C'est ce qui va être utilisé dans les montres. C'est une pierre qui a des propriétés vibratoires assez exceptionnelles. Et en plus, la particularité, c'est qu'elle est transparente et que les pierres qui sont transparentes vont avoir une énergie polyvalente. Alors que généralement, quand la pierre commence à avoir une coloration, elle aura une énergie qui sera plus spécifique. Ok, super. Tu as parlé aussi tout à l'heure que tu parlais avec des présences ou avec des guides. Comment tu fais ça? Enfin, déjà, c'est quoi pour toi toutes ces présences? Est-ce que tu peux faire une brève présentation des présences avec lesquelles tu peux communiquer, et comment tu communiques avec elles? Alors, c'est par rapport aux travaux de Jan Lipnik que du coup j'ai découvert ce protocole de communication. Donc ça demande d'être déjà dans un premier temps centré à ce qu'on fait, d'être présent dans son cœur, on va dire, et d'être sincère dans l'action qu'on va mener. Il y a un protocole de sécurité, entre guillemets, qui est la mise en résonance de certains organes dans le corps qui va créer une bulle énergétique avec un haut taux vibratoire autour de nous, ce qui permet de sécuriser en fait la discussion avec des présences qui auront un taux vibratoire suffisant pour pas être pollué avec des parasites ou avec des défunts ou d'autres présences qui seraient pas souhaitées. Et à partir de là, on va demander à la présence donc on met les mains devant nous et on va demander en fait à que la présence exerce une pression légère sur la main droite par exemple pour nous dire un oui et sur la main gauche pour nous dire un non. Et donc si cette réponse n'est pas suffisante, on peut demander que la présence mette plus d'intensité dans la réponse. Et généralement, ça suffit pour avoir ce ressenti-là. Et à défaut, on peut également demander à la présence de nous traverser, ce qui va provoquer généralement un frisson ou une légère déstabilisation du corps.
Et à travers ces systèmes de communication, on va pouvoir demander si oui ou non, principalement, la présence est d'accord, si on peut faire une action ou autre chose. Ok. Donc c'est principalement sur questions fermées. Généralement, c'est sur questions fermées. Ok. Et avec le clair ressenti, donc finalement c'est quelque chose que tout le monde peut faire parce que le clair ressenti est la capacité subtile la plus facile à développer. Exactement. Comment tu as développé le clair ressenti, toi ? Alors, à l'origine, j'ai lu beaucoup de livres de magnétisme. Le principal acteur du clair ressenti, je dirais, c'est l'état d'esprit qu'on s'accorde et ce qu'on s'autorise aussi à pouvoir lâcher prise, entre guillemets, pour pouvoir ressentir. Moi, ça s'est passé d'une manière assez originale. J'ai des animaux et en fait, j'ai caressé mon chien comme d'habitude. Et puis à un moment, j'ai enlevé la main et j'ai continué à faire des passes à une dizaine de centimètres de lui. Et je voyais que j'avais des sensations un peu comme de l'électricité statique, un peu comme s'il y avait l'air qui était plus dense quand je caressais mon chien. Et je voyais que ça lui faisait des sensations. Donc dans un premier temps, je me suis demandé si c'était pas de l'autosuggestion, suite à avoir lu beaucoup de livres qui me précisaient ce que j'aurais dû ressentir. Et par la suite, j'ai eu des gens qui avaient des douleurs dans le corps, où sans qu'ils me décrivent la douleur, en passant la main de la même manière, je pouvais sentir la zone perturbée. Et si c'était des choses assez légères, je pouvais prendre cette densité énergétique, la soustraire au corps, et la personne se retrouvait avec une zone beaucoup plus apaisée, moins inflammatoire, voire même des tendinites ou des torsions au niveau ligamentaire qui étaient dégagées, qui étaient parties. J'en profite, il y a un exercice, celui qui me fait la première fois sentir l'énergie, ou tout simplement, j'ai pas trop la place, mais on commence les bras très loin et puis on rapproche petit à petit nos mains jusqu'à, en étant concentré, la concentration c'est vraiment important, et puis non-jugement de est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va pas y arriver, non, c'est de pas faire prédiction là-dessus, et au fur et à mesure on va finir par sentir une espèce de petite résistance ou des fourmillements, ou enfin voilà quoi, quelque chose tout simplement, et c'est ça, ce clair ressenti. Après on peut le développer de plein de manières possibles quoi. Exactement. Et du coup, tu t'as parlé d'enlever des poids aux personnes, enfin des énergies, des charges, voilà, des énergies négatives aux personnes. C'est quoi pour toi la maladie ? On va parler physique déjà pour commencer. Et comment une maladie elle arrive et comment on fait pour guérir d'une maladie ? Alors, je vais faire un petit aparté juste avant. Déjà, c'est qu'est-ce qu'on fait sur Terre ? Parce que la grosse problématique, c'est que la maladie est généralement là pour nous réveiller, comme on aurait sur la voiture la jauge d'essence qui va se mettre à clignoter pour nous avertir qu'on n'a plus d'essence, même si on peut continuer à rouler. On va dire que c'est les premiers symptômes légers qui vont nous déranger. Puis quand on est en panne sèche, on voit qu'on aurait mieux fait de s'arrêter avant. Et en fait, avant de s'incarner, donc ça c'est une croyance qui m'est propre, au fur et à mesure de mes recherches et de ce que j'ai pu déblayer, on est une énergie vibratoire à l'origine qui n'a pas de corps, on est ce qu'on va appeler une âme, et cette âme, pour s'enrichir, pour grandir, elle va passer par des incarnations au travers de milieux qui vont avoir du temps, qui vont avoir de la matière, qui vont avoir des phénomènes émotionnels ou autres. Et toutes ces palettes, en fait, vont permettre à l'âme, à la conscience de grandir, de s'enrichir par rapport à des milieux qu'elle ne peut pas habiter habituellement si elle est uniquement une fréquence. Elle est obligée de s'incarner dans la matière, dans un corps. Et donc ce corps, à l'origine, c'est un peu un véhicule qui va nous permettre justement d'expérimenter toute cette matière, tout ce temps, les interactions sociales avec les autres individus, avec les autres âmes également. Et lorsque on a choisi de s'incarner, on avait généralement choisi des formations, des leçons, des choses à comprendre, à conscientiser, et on va donc choisir notre milieu d'atterrissage entre guillemets, donc notre famille, notre corps, si on a un garçon, une femme, si on a un corps totalement en pleine santé ou s'il est handicapé dès la naissance, et donc toutes ces petites subtilités vont nous donner un champ d'expérience. Lorsqu'on arrive sur Terre, il y a un voile d'oubli qui se crée à notre naissance, qui petit à petit devient poreux avec les années qui viennent. On s'aperçoit que les nouveaux enfants ont des mémoires de leurs anciennes vies petit à petit, mais jusque-là, la majorité des gens
oublier les vies d'avant, pour faciliter. C'est-à-dire le voile d'oubli, il devient un peu plus transparent qu'avant, quoi. Il est poreux, voilà, il s'effrite petit à petit, ou sinon les âmes qui viennent sont parfois tellement vibratoires que malgré l'oubli qui peut être infligé au corps, la connexion entre l'âme et ses mémoires akashiques fait qu'elle peut se réapproprier des mémoires de ses vies antérieures, alors que normalement le corps aurait dû oublier en venant s'incarner. Et donc pour faire sa mission de vie, il faut être dans une certaine dynamique. On va dire que si lorsqu'on roule, on a oublié d'enlever le frein à main, on voit que ça va consommer beaucoup et puis ça va pas être correct. Et donc au bout d'un moment, on va voir que le véhicule a des difficultés. Et donc notre corps, on va appeler ça l'inconscient, a des systèmes pour justement nous avertir qu'on peut oublier un frein à main, qu'on peut avoir des dissonances, qu'on peut avoir différentes actions de nous ou de l'extérieur qui vont venir perturber cet équilibre. Et afin de nous prévenir, on va avoir des mots MAUX dans le corps qui vont apparaître, des gènes. Souvent, on peut avoir une petite intuition, mais on va avoir tendance à la laisser de côté, puisqu'on nous a formés à être en emprise directe avec des choses denses, avec des choses très concrètes. Et tout ce qui va être plutôt subtil, du ressenti, de l'ordre émotionnel, dans la plupart des sociétés développées, jusqu'alors, on le mettait de côté et on demandait plutôt à se focaliser sur la matière. Et c'est là où petit à petit on s'est aperçu que des pathologies émergeaient de justement ne pas prendre en considération ces énergies subtiles, ces ressentis, ces petites annotations que l'inconscient pourrait nous faire comme le voyant de l'essence qui s'allume. Le fait de le délaisser, petit à petit, ça va nous amener à tomber en panne d'essence ou à créer justement des maladies, des pathologies, des dérangements chroniques qui vont pouvoir justement communiquer le mal-être entre guillemets intérieur, mais si on n'en a pas notion, pour nous ça sera une maladie, ça sera une pathologie, ça sera quelque chose que on a dans la famille, du coup on fait avec et on va pas forcément aller rencontrer pourquoi est-ce que notre corps qui à l'origine est notre meilleur ami nous embête, pourquoi est-ce qu'il cherche à attirer notre attention sur une zone particulière du corps. Et il y a notamment Michel Odoul et encore il y a eu d'autres personnes qui ont fait des livres qui permettent justement de comprendre quelles sont les symboliques dans le corps en fonction des zones qui vont être perturbées et du type de perturbations qui peuvent être rencontrées. Est-ce que tu peux donner un exemple de ce que tu te rappelles, le genou ou autre? Alors par exemple, il y a la magie du genou, c'est que dans le mot tout est dit, c'est-à-dire il y a le je et il y a le nous. Donc c'est notre rapport aux autres. Après, le côté droit, ça peut être soit maintenant, soit le futur, soit le côté masculin. Donc si on a un problème en rapport avec notre père, notre grand-père, notre frère, ou quelqu'un de masculin dans notre famille. Après, par exemple, au niveau du corps, on peut avoir aussi les organes. Généralement, les Égyptiens, on sait qu'ils mettaient les organes dans des jarres, parce que justement, chacun des organes avait une vibration qui était propre. Et lorsqu'on s'y intéresse, on peut s'apercevoir que les différentes émotions sont en relation directe avec chacune avec un organe spécifique. Par exemple, la colère, ça peut être lié au foie. Et donc, les gens qui vont être très colériques, il y a des fois, ils vont avoir mal au foie sans forcément qu'ils aient une hygiène alimentaire qui soit préjudiciable pour cet organe. Mais les émotions, les vibrations qui sont émises dans le corps vont venir perturber cet organe et donc amoindrir son fonctionnement, voire carrément créer des dysfonctionnements si la perturbation est très forte et dure dans le temps. Ok. Alors du coup, quand toi, tu as un problème physique, tu vas aller peut-être essayer de, le guérir en utilisant des plantes ou des choses physiques, mais du coup, tu vas aller regarder la symbolique, qu'est-ce que ton corps veut te dire finalement, quel est le message pour ta vie? Exactement. Alors, il y a également une autre approche du corps qui est invisible, qui correspond en fait aux couches énergétiques autour du corps. Et donc, on peut s'apercevoir en fait que dans ces couches, c'est un peu comme des registres. La couche la plus proche du corps va correspondre directement au physique. Donc si par exemple j'ai mal à l'épaule parce que j'ai porté du poids ou quelque chose et que je m'aperçois que mon énergie, mes charges d'énergie sont localisées uniquement proches de mon corps, je vais savoir qu'il n'y aura pas de symbolique émotionnel ou mental. Okay. Si par contre, physique, quoi. C'est vraiment physique. C'est une surcharge physique, une fatigue, du coup du repos et c'est bon. Okay.
Si par contre je m'aperçois que les charges vont être à une trentaine, à une cinquantaine de centimètres, voire jusqu'à 80 centimètres de mon corps, dans ce cas-là, ce sera sûrement un champ émotionnel. Du coup, je vais me poser la question, qu'est-ce qui me perturbe en ce moment, ou à quoi j'ai pensé au moment où j'ai eu la douleur? Okay. Et si les charges sont encore un peu plus loin, donc on va dire entre 80 centimètres et 1,50 m, ça sera plutôt des charges mentales. Donc là, ça va être aussi à quoi j'ai pensé, mais sur un registre plutôt intellectuel qu'un registre émotionnel. Okay. Parfois, il peut y avoir plusieurs registres qui sont reliés et qui impactent le corps. On peut également demander à l'inconscient. Donc là, c'est une interface directe. La lecture en fait des énergies subtiles, c'est un peu comme si un carrossier, il allait regarder dans le moteur comment ça fonctionnait ou comment ça fonctionnait pas. Et quand on va interroger l'inconscient, c'est comme si on interrogeait le pilote en lui demandant, quand tu conduis, est-ce qu'il y a des bruits? Est-ce que la voiture répond bien? Est-ce que ça se passe bien? Okay. Donc on pourrait imaginer que tout ce qui va être esprit conscient et inconscient, c'est le pilote, c'est ce qui vit l'instant présent et qui s'adapte. Et tout ce qui va être le corps, ça va être la structure qui enregistre, qui mémorise. Ok, donc c'est comme un disque dur, quoi. Exactement. Ok. Et j'ai vu que tu avais préparé des petites choses là. Est-ce que tu trouves que c'est le moment de nous montrer? Alors on peut, oui. Par rapport aux travaux de Jan Lipnik, du coup, il a pu sectoriser un peu les dimensions, certaines dimensions qui peuvent être présentes autour de nous. Vas-y, tu peux y aller. Donc, vous pouvez observer que le corps humain est contenu entre la 3e dimension et au moins la 24e dimension, et que la partie de la personnalité, l'émotion, l'intellect sont dans différentes dimensions. Donc à partir de là, on peut imaginer un peu l'individu comme un ordinateur avec différents fichiers, avec différents logiciels qui vont avoir des rôles spécifiques pour traiter la partie cognitive, la partie mémoire, la partie émotionnelle, la partie instinctive. Et selon justement le dialogue qu'on va avoir intérieurement vis-à-vis de ces logiciels, on va savoir les utiliser de manière directe ou seulement de temps en temps, et on dira que c'était de l'intuition ou que c'était de la chance sans savoir comment ça s'est produit, un phénomène. Par exemple, quelqu'un pense à vous et puis vous avez envie de l'appeler et puis il vous dit « Ah, ben justement, je pensais à toi ». Ben, c'est un phénomène qui peut être hasardeux, on va dire, mais lorsque justement on a pu aller rencontrer à l'intérieur de nous les différentes fonctions de ces logiciels, on peut spontanément aller les utiliser de manière volontaire et consciente. Donc moi, mon approche est justement de pouvoir permettre aux gens de rencontrer leurs différents logiciels, de pouvoir se les approprier et par la suite de pouvoir les exercer dans les différents domaines qu'ils souhaitent. Donc t'as une approche pour développer l'autonomie des personnes, quoi, finalement. Exactement. Pour les amener à apprendre un peu ce que tu fais là. Exactement. Ok, super. Est-ce que du coup, toi, comment tu agences ta vie, comment tu vois la vie, comment tu l'as donné pas mal de points, mais si tu pouvais nous faire un résumé de quelle est ta philosophie de vie, quoi. Comment tu t'inscris, comment tu t'insères dans ta vie, comment tu la vois? Alors déjà, depuis que je discute beaucoup avec les présences, on a une notion de la réalité qui est différente, qui peut être élargie. Donc, par rapport à avant, où j'avais une vie qui était beaucoup plus protocolaire et qui était un peu standardisée par rapport à on m'a dit, donc je devrais faire comme ça, puisque les gens font comme ça. Je voyais à l'intérieur de moi, quand je faisais ce qui était socialement dans les codes, on va dire, que ça vibrait pas comme il faut, que ça m'apportait pas ce que ça aurait dû m'apporter selon les dires justement de la société. Et petit à petit, en fait, j'ai eu besoin de plus me connecter à la nature. Okay. De retrouver un sens dans mes actions, de comprendre mes actions dans leur continuité, et pas seulement de sectoriser une action en me disant je fais ça, celui qui fait avant c'est pas grave et celui qui fait après c'est pas très grave. Donc par exemple je fais des murs végétaux,
dans mon système professionnel, on va dire. Et donc la démarche dans le mur végétal, c'est qu'on va utiliser des produits qui doivent tenir l'humidité, on va devoir utiliser des systèmes de protection, et dans une démarche, on va dire, inconsciente, ça serait, moi je fais mon produit, puis mon produit il marche, je gagne mes sous, et puis voilà. Mais plus justement on est en conscience, et plus on se dit, mon produit il va peut-être tenir 10 ans, dans 10 ans il va créer de la pollution, est-ce que d'utiliser ces matériaux c'est une bonne chose? Du coup on va essayer de pousser sa démarche dans toutes les actions qu'on va faire à une démarche complète, ou au moins essayer de l'élargir à pas seulement se dire juste ce qui me concerne, et plutôt de quel impact j'ai vis-à-vis de la planète, qu'est-ce que moi je peux faire pour laisser une trace positive de mon passage sur Terre. Et autant ça va être de donner des conseils de jardinage que de partager des savoirs pour guérir, que de partager des recettes de cuisine, ou voilà. La base pour moi c'est justement de développer un partage pour que justement les gens avancent et non plus avoir une rétention d'informations ou d'avoir un système très égocentrique qui a pu fonctionner pendant très longtemps, mais où à l'heure actuelle on s'aperçoit que ça a atteint largement le bout, et que les dégâts collatéraux qui sont créés par une société très égotique sont énormes. Et même en ayant conscience actuellement de la pollution, de tous les enjeux qui peuvent être mis en avant par les médias, peu de choses sont changées parce que justement l'approche consciente n'est peut-être pas encore très à la mode, c'est juste encore des cris d'alerte. Ouais, ok. Et alors du coup tu as parlé là d'ego, c'est quoi pour toi l'ego et en quoi il est problématique? Est-ce que tu peux nous donner un peu ces éléments-là, et du coup vers quoi on devrait aller pour aller vers un monde un peu plus harmonieux? Alors, l'ego en soi, c'est pas quelque chose forcément de mauvais à l'origine. La problématique, ça va être de comprendre quand est-ce qu'il sert et quand est-ce qu'il nous dessert. Il y a une image qui peut être assez gentille par rapport à l'ego. On pourrait imaginer que c'est un gros chien qui est un peu agressif ou pas, selon comment on l'aura domestiqué. Et si ce chien, il mord tous vos amis, au bout d'un moment, vous vous sentez seul. Et même si, à l'origine, c'était pour vous protéger, il y a un moment où il faut voir si, par exemple, un ami fait une blague et que le chien, il attaque pour une blague, les amis, petit à petit, vont arrêter de blaguer avec nous. Donc c'est, pour moi, savoir relativiser, justement, par rapport à cette incarnation, qu'est-ce qu'on est. Et non pas s'idolâtrer comme les médias, comme le marketing voudrait faire, pour justement qu'on soit uniquement dans notre apparence, qu'on cultive uniquement une image et non plus un être, qu'on n'est plus justement dans ces notions de valeur, dans ces notions de partage, dans ces notions de fraternité, où l'ego du coup disparaît, ou du moins devient beaucoup plus docile. Lorsque les gens sont très chargés au niveau de l'ego, lorsqu'ils identifient leur personnalité à l'ego, généralement c'est très conflictuel, ou c'est très difficile d'interagir avec la personne de manière profonde et sincère, parce que l'ego va automatiquement dresser des ponts-levis pour bloquer, pour éviter justement qu'il perde la main vis-à-vis de la personne sur ses croyances par rapport justement à cette image extérieure, ou à des croyances qui peuvent être erronées. Donc l'ego, c'est comme quelque chose d'un peu sauvage qu'il faudrait apprendre à domestiquer, se servir dans le bon sens. Comment il pourrait nous être utile finalement, l'ego? L'ego, il peut nous être utile si on cherche soi-même à s'améliorer, si soi-même on a déjà une idée de la version qu'on veut être. Et à travers la version qu'on souhaite offrir aux gens, qu'on souhaite offrir à la société, qu'on souhaite s'offrir à soi-même, on va justement observer des réactions parfois qui pourront être spontanées, qui pourront être produites par l'ego, et à partir de là on va pouvoir se calibrer en disant non, mais je veux plus m'énerver pour un rien, ou je veux plus bouder parce que quelqu'un m'a dit quelque chose qui m'a vexé. Et donc c'est ces petites remises en question qui vont permettre de structurer l'ego de manière concrète et de manière surtout fonctionnelle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire moi je veux plus du tout d'ego, ou moi mon ego c'est mon copain et puis j'existe que à travers lui. C'est un juste équilibre en trouvant justement que l'ego il peut avoir sa fonction, mais faut que sa fonction elle ait été réfléchie, et faut qu'on ait compris justement
lorsqu'il nous sert. Si je sors dans un groupe avec beaucoup de gens que je connais pas et que c'est des gens qui ont une tendance à être spontanés et à démarcher, peut-être que l'ego pourra me servir de protection ou de fusible dans un premier temps. Mais si à moyen terme je vois que c'est des gens qui sont bienveillants, qui n'ont pas d'intention malsaine ou hostile envers moi, je vais pouvoir placer mon ego à un niveau beaucoup plus docile, beaucoup plus doux, et là les discussions seront beaucoup plus riches et sincères, de mon point de vue. Ok, ça marche. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens justement pour domestiquer leur ego, en tout cas pour évoluer tout simplement? Alors déjà, quand on cherche à domestiquer un petit peu son ego, c'est que bon, il y a peut-être un certain recul par rapport à ça. Déjà. Et voilà, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens pour évoluer, aller vers une version meilleure d'eux-mêmes justement? Alors moi, une des premières lectures qui a été très très porteuse, ça a été Joseph Murphy, qui est un psychanalyste des années 60. Et en fait, il explique justement les mécanismes de l'inconscient et le fait que la personne comprenne qu'il y a plusieurs logiciels qui tournent en elle, qu'il y a des mémoires des ancêtres, qu'il y a des croyances des professeurs, qu'il y a des croyances des éducateurs qu'elle a rencontrés, des amis, etc. Et que tout ça nous compose, sans forcément qu'on ait fait le tri à l'intérieur. Ça a été rentré en nous à un âge où on n'avait pas forcément la notion pour pouvoir trier si c'était juste, si ça nous convenait, si c'était quelque chose dans laquelle on croyait ou pas. Et on a fermé, entre guillemets, ça au fur et à mesure, toutes ces croyances, sans jamais les remettre en cause. Et lorsque justement on va chercher à être la meilleure version de nous-mêmes, ou au moins à se connaître soi-même et à donner la version qu'on souhaite offrir aux gens et aux autres, on va réviser tout ce qui a pu être mis en nous afin de voir si cette croyance, cette réaction ou ces idées nous appartiennent, si elles sont dans une lignée constructive par rapport à notre objectif, et si on pousse un peu plus loin par rapport à notre objectif de vie ou notre mission d'incarnation. Et le fait justement de mettre ça dans la balance, c'est un travail, on va dire simple, mais qu'il faut faire quotidiennement. Et au fur et à mesure qu'on va pouvoir le faire, on va pouvoir déblayer chaque jour, on va pouvoir réviser, entre guillemets, en faisant une remise en question le soir de est-ce que j'aurais pu réagir différemment à ça? Est-ce que les pensées que je nourris sont vraiment les miennes? Est-ce que finalement il n'y a pas d'autres points de vue que je pourrais aborder ou que je pourrais privilégier qui sont plus en résonance avec ce que je ressens que les points de vue qu'on a pu déjà m'inculquer? Et en révisant tout ça, on va pouvoir naître, entre guillemets, de manière consciente, et on va pouvoir vraiment rayonner ce qu'on est au fond de nous. Et plus on va faire ça, généralement, pour en revenir un peu aux maladies, plus l'harmonie intérieure du corps va être présente. Il y a un exemple, par exemple, c'est Bernard Werber, qui est un écrivain, qui avait une maladie auto-immune, il me semble, ou une maladie assez grave au niveau du squelette. Et le jour où il a fait ce qu'il devait faire dans sa mission de vie, qui était écrire, mais petit à petit, les symptômes de sa maladie se sont estompés. Et il y a beaucoup de cas où justement les gens, parce qu'ils vont être emprisonnés dans des croyances, dans une existence sociale qui n'est pas la leur, ils vont avoir beaucoup de frustration ou de dissonance intérieure, et petit à petit l'inconscient va le manifester par des troubles, par des maladies, par des gènes dans le corps. Le fait justement de savoir s'écouter, le fait par exemple de faire de la méditation et de rencontrer les différentes parties du corps, en conscience ou même en lâcher prise afin de pouvoir discuter, fait souvent que ces tensions vont pouvoir s'amoindrir, voire disparaître, qu'on va pouvoir avoir des déclics, des prises de conscience, et à partir de là on va pouvoir se sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus à même de faire les choses parce qu'on a envie de les faire, et puis souvent ce qu'on a envie de faire, on sait le faire. Et donc la plupart du temps, ce que j'explique aux gens pour ne jamais travailler, il suffit de se poser la question de ce qu'on aime vraiment. Et puis une fois qu'on a compris ce qu'on aime vraiment, le fait de faire quelque chose qui nous tient à cœur fait que généralement on va le faire bien. Vu qu'on va le faire bien, on va être reconnu, et vu qu'on va être reconnu, on aura du succès. Et donc à partir de là, vu qu'on fait quelque chose qui nous plaît, on n'a pas l'impression de travailler, et en plus c'est très porteur puisqu'on est doué dans ce qu'on fait et que ça ne nous coûte pas. Ok.
Super, tu as parlé justement de mission de vie. C'est quoi pour toi la mission de vie au final? Est-ce qu'on vient avec une mission comme James Bond ou... Alors, on pourrait... déjà, généralement, on a plusieurs missions de vie. On va avoir des missions qui seront d'ordre plutôt anecdotique, qui va être par exemple qu'est-ce que la fraternité, qu'est-ce que la solidarité, qu'est-ce que la frustration, qu'est-ce que la patience. Par exemple, si vous êtes une âme et que vous êtes omnipotent et que vous vous déplacez dans l'univers, dans l'espace-temps, qu'est-ce que la patience pour vous? C'est un grand mystère. Et quand on s'incarne sur Terre, du coup, on comprend bien que le temps, c'est quelque chose. Et au travers justement de ces limitations, ça fait des prises de conscience. Et plus on va justement comprendre ce qu'on peut apporter ici, plus généralement on va être dans sa mission de vie. Du coup, la mission de vie, elle est propre à chacun. On peut la découvrir par des travaux énergétiques. Généralement, on peut la découvrir tout seul également en faisant des méditations, en se posant plusieurs fois la question. L'univers va généralement nous répondre par ce qu'on va appeler des synchronicités, par des événements, par des gens qui vont venir nous dire des choses sans qu'ils sachent pourquoi ils nous le disent, mais généralement en nous, ça va provoquer une résonance. Et toutes ces petites pierres comme le petit poussé vont nous amener à nous guider vers la mission de vie, entre guillemets, ou vers le domaine dans lequel on pourrait exceller ou venir offrir nos talents. Est-ce que la mission de vie, c'est quelque chose qui peut changer avec le temps, avoir une mission de vie de tel âge à tel âge, et puis après une autre après? Oui, la mission de vie, en fait, on en a beaucoup qui sont des petites missions de vie qu'on a choisies, que si on les a pas toutes faites, c'est pas très grave, et généralement, on peut avoir une ou plusieurs grosses missions de vie. Généralement, moi j'ai l'habitude de dire qu'on est plusieurs fois dans une vie. On est une première fois, on va dire, quand il y a l'accouchement, quand on atterrit sur Terre, qu'on passe de la phase énergétique à la phase corporelle. Donc toute cette phase-là va être juste un atterrissage de découvrir les fonctions du corps, un peu comme si on était à l'auto-école, qu'on découvrait un peu les fonctions de la voiture. Puis après, on va avoir une phase d'interaction sociale, où on va apprendre à communiquer avec le monde autour de nous, à comprendre un peu le monde autour de nous. Et après, on va avoir une phase où on va essayer de s'intégrer dans ce monde. Et généralement, c'est en essayant de s'intégrer qu'on va voir nos compétences réelles. Jusque-là, on était dans des carcans généraux, donc on n'avait pas forcément la possibilité de manifester la différence que nous, on pouvait faire. Et on est une dernière fois, pour moi, quand on a compris ce que nous, on pouvait faire, ce que nous, on pouvait apporter et ce que le monde avait besoin. Et à partir de là, quand on voit ce que nous, on peut amener à ce monde pour l'améliorer, pour laisser justement une empreinte positive dans ce monde, de mon point de vue, c'est qu'on embraye sur sa mission de vie. Ok. Donc la mission de vie, c'est quelque chose, quelque part, qu'on offre au monde, mais c'est quelque chose aussi, comme tu l'as dit au début, qu'on vient travailler pour soi-même, qu'on vient découvrir pour soi-même. Donc il y en a pour soi, il y en a pour les autres aussi, même si pour les autres, quelque part, il y a une espèce de retour quand même pour soi. Moi jusque-là, j'ai posé des questions qui étaient un peu ciblées. Est-ce qu'il y a des choses qui sont importantes, que tu as envie de partager au public? Donc le cerveau humain, pour moi, est un peu comme un ordinateur quantique. Et on pourrait le comparer un peu à la zapette, à la télécommande de la télévision. Donc si on met une chaîne sport, on aura une démarche sport. Si on met une chaîne avec de la musique classique ou quoi, on aura une démarche plus poétique. Et le fait justement de savoir jongler au niveau des logiciels qui nous composent va permettre d'avoir des intuitions, d'avoir de la logique, d'avoir une appréhension de l'instant présent adaptée justement par rapport à la problématique que l'instant présent peut nous amener et les logiciels qu'on a en nous qui pourraient être très adaptés par rapport à ça. Très souvent, je compare le formatage des individus par l'école comme si c'était Word, c'est-à-dire que Word, tout ce qu'on va taper va être stocké dans Word, un peu comme une bibliothèque. Mais si je demande une information qui n'a pas été rentrée dans Word, je ne peux pas la trouver. Et quand justement on est dans un esprit qui est très très matérialiste ou qui est très intellectualisé, généralement on va avoir du mal à utiliser la ressource qu'on appellerait l'instinct. Et quand on comprend justement que sur notre ordinateur on a des logiciels comme Word, mais on a également des logiciels comme Google qui vont nous permettre de sortir de notre ordinateur et d'aller chercher une information à l'extérieur sur la toile d'internet, mais dans ce cas-là ça sera sur la toile des énergies, des mémoires, des annales akashiques ou autres.
on va justement avoir la possibilité de sortir du logiciel de Word pour basculer sur un logiciel adapté, soit pour aller chercher de l'information, soit si je veux faire de la musique ou du dessin, je m'aperçois que dans Word, c'est pas très pratique de pouvoir faire du dessin, même s'il y a quelques logiciels qui sont proposés, alors que dès que je sors de Word et que je vais dans le vrai logiciel de dessin, c'est beaucoup plus pratique et presque intuitif pour pouvoir faire ce dessin. Et que ce soit Joseph Murphy ou d'autres qui expliquent justement les mécanismes du cerveau, ils disent justement de bien rencontrer son inconscient, de bien dialoguer, de créer un espace privilégié, de bien comprendre qu'on est composé de 3 morceaux. Donc il y a une partie qui est l'âme, qui elle nous a amenés ici pour vivre un chemin de vie, pour vivre des expériences. Il y a une partie qui va être la personnalité ou l'esprit, qui va être la partie que on s'identifie beaucoup plus, et il y aura la partie corporelle qui elle aussi a des besoins, que ce soit dormir, manger ou d'autres besoins. Et le fait de comprendre que chacun de ces parties ne sont pas toujours en communication entre eux et que cela peut créer justement des dissonances, des perturbations dans le corps, le fait que ces parties ne communiquent pas entre elles, on va essayer de ramener justement autour d'une table ronde entre guillemets ce dialogue entre être altruiste, être épanoui et être bien nourri, être un esprit vif, un esprit riche, enfin voilà, de considérer toutes les parties qui nous composent. Ok, et puis arriver à les faire se concorder, quoi, finalement. Parce que et trouver autour de la table ronde voilà, un accord pour que, par exemple, si quelqu'un a un déboire amoureux très très fort et qui veut oublier, il va aller boire de l'alcool et ça va lui perturber l'esprit. Donc l'esprit peut être soulagé un temps, mais on s'aperçoit que c'est le corps dans ce cas-là qui va trinquer. Et du coup, si c'est pas trop long, le corps, on va dire, il va l'assumer. Mais si ça dure trop longtemps, le corps, il y a un moment où il va en avoir marre parce qu'il doit assumer une charge que l'esprit aurait dû régler. Ouais. Ok. Et alors j'ai vu que tu avais emmené des petites images là, c'est quoi tout ça ? Alors, je me suis amusé à faire en fait des manifestations. Donc ça part sur les travaux de Masaru Emoto qui a fait donc un travail pour montrer la mémoire de l'eau et pour pouvoir rendre accessible cette manifestation, j'ai utilisé en fait des bols beaucoup plus gros, des volumes plus gros. Donc je sais pas si on voit bien l'image. Donc ça c'est un glaçon classique et ça c'est un glaçon où l'eau a été dynamisée ou a été traitée et sans qu'il y ait eu le moindre produit chimique. Ça a été juste une action passive de réinformation de l'eau. Et du coup, au travers justement de ces essais, si par exemple j'ai une présence qui vient à moi, pour m'assurer que ça soit pas des voix dans ma tête, de l'autosuggestion ou d'autres choses, je vais placer un récipient d'eau, je vais demander à la présence de bénir ce récipient d'eau et je vais congeler l'eau. Et généralement, lorsqu'il y a une présence, l'eau va présenter des petites aiguilles qui signifient que l'eau a été dynamisée. Ok. Et donc ça, c'est une des expériences que je propose. Sur mon site, j'ai mis un petit onglet expérience qui décrit tout ce processus pour justement, si on veut souhaiter essayer une pierre, essayer une présence, si on veut soi-même essayer son pouvoir de magnétisme sur de l'eau, on va pouvoir faire plein de petits essais sans avoir besoin de beaucoup de matériel pour pouvoir le mettre en évidence. Ok, super. Bon, je crois qu'on arrive à la fin de l'interview, là, il y a déjà pas mal d'éléments. Je te remercie. C'est moi. Et est-ce que tu peux donner aux auditeurs où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut te contacter ? Alors, donc, moi je suis Aubin Cazeneuve, je me situe à Saint-Joris, qui est au nord de Toulouse. J'ai mis en place un site internet afin de pouvoir centraliser des informations pour les gens qui souhaiteraient justement se développer personnellement. Le nom de ce site c'est éveille-toi.fr, éveil avec 2 LE. Vas-y. Voilà. Okay. Éveil, 2 LE, éveille-toi.fr. Je le mettrai le lien en description de la vidéo. Parfait. T'as, je sais pas, une page Facebook ou... J'ai une page Facebook, c'est Aubin Aubin Kenobi, K-E-B... K-E-N-O-B-I. K-E-N-O-B-I, voilà.
Voilà, après, si les gens souhaitent me contacter par téléphone, je pourrais mettre les coordonnées sous la vidéo. Ouais, ok. Donc voilà. Ok, super. Bon ben merci Aubin. C'est moi qui te remercie, Sophie. Et puis à bientôt. À très bientôt.